Salut les créateurs, j'ai pris le contrôle de la chaîne d'Olivier Schmitt. Je m'appelle Albert Pilzer, je travaille pour une société qui s'appelle SOSciné.fr et je lui ai ramené ça, une Red Gemini 5K avec un Sigma Ars 1835. Bon, ça suffit, je crois que tu pars un petit peu trop en auto-promo. Salut les créateurs, c'est Olivier. Effectivement, je vous retrouve aujourd'hui au pied des Vosges, au pied du Grand Ballon, avec Albert d'SOS Ciné, avec Anthony. On va tenter de répondre à une question que je me suis souvent posée et que vous posez peut-être aussi parfois. Qu'est-ce qui justifierait qu'un jour je passe sur un setup plus lourd, plus encombrant et beaucoup plus cher que mon hybride ou mon DSLR? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. C'est la première fois que je tourne avec une caméra comme ça. Merci à Albert, merci TRM et merci Red pour ce partenariat. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On vous embarque déjà sur une petite intro avant de vous présenter la bête. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Comme ça, on est ravis. C'est pratique, Ouais, mais si tu ça permet de très rapidement filmer un oiseau qui passe. Tu la sors de la poche et c'est en place en 30 secondes. Run and gun, efficace. Je pense que Brandon Lee aimerait beaucoup ce genre de caméra. Voilà, ça se paramètre vite, autofocus inexistant. Mais une belle image. Correct. Très correct. On va parcourir, on va explorer le boîtier, les options qui existent et tous les accessoires qui vont autour. Puisque quand tu achètes une Red, tu l'achètes nue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu achètes un corps caméra, tu n'as ni la plaque pour mettre ta batterie, ni le lecteur de carte. Tu n'as pas de viseur, pas d'écran. Et chose qui va peut-être vous choquer dans les commentaires, pas de monture. Quand tu achètes ta caméra chez Red nue, tu ne peux même pas mettre d'optique dessus. Pourquoi? Eh bien parce que tout ça, ce sont des options. Par exemple, sur les montures Red, chez Red, tu peux choisir n'importe quelle monture. Tu peux mettre une monture PL, Nikon, Canon, Sony, elles existent toutes. Tu as même des montures que Red ne fabrique pas, sur lesquelles tu peux mettre des filtres ND intégrés, des speed boosters et tout un tas de petits tricks comme ça sympathiques pour pouvoir filmer. Les accessoires chez Red, ça coûte cher, mais c'est du solide. Tout est en magnésium, il n'y a absolument pas de câble, comme tu peux le voir, puisque ce corps qui est le DCM-C2 de chez Red a partout des connectiques sur lesquels les accessoires Red vont venir se plugger directement. Tu vas juste mettre les deux petites vis et elles vont communiquer naturellement. Là, on a un petit écran de 5 pouces. Ici, un viseur OLED. Là, c'est mon lecteur de cartes Red Minimag. Ça, c'est les cartes spéciales Red. Alors, c'est des SSD. À l'époque, c'était une prouesse technique de faire des SSD aussi petits d'1 Tera. Aujourd'hui, on en trouve dans le marché, mais ils sont ultra rapides. Là, ça va me permettre de mettre ma V-Lock. Il en existe de plusieurs catégories. Celle-là, c'est la plus simple. On va retrouver vraiment le standard de ce que l'on peut faire rentrer en connectique pro. Donc on va avoir du sync en mini LEMO 4, du HDMI, SDI BNC et une entrée afin d'alimenter la caméra, de l'USB et de l'audio en jack. Donc ça, c'est une side handle, c'est une poignée de côté qui me permet d'attraper ma caméra rapidement. Et dessus, j'ai un déclencheur. La poignée est raide et elle communique directement avec le boîtier. Il n'y a pas de câble. Je peux déclencher mon rec en appuyant ici. Alors le gros bousin qui est dessus, là, c'est un zoom cinéma Sigma Art 50-100 en ouverture fixe de T2.
Alors pourquoi c'est pas du F? Je vous invite à regarder la vidéo de Jérôme que j'ai faite avec lui sur comment fonctionne votre caméra. Au bout de cette optique, on a mis une Madbox. Hein. C'est un espèce de gros engin comme ça peut faire un peu peur au demeurant, mais ça sert à mettre des filtres ND très facilement là-dedans. Hop! Et de ne pas avoir trop de flair dans son optique. C'est un peu comme ce que vous utilisez sur vos optiques photo, le hood, le pare-soleil. C'est le même fonctionnement, mais comme c'est du cinéma, c'est beaucoup plus gros. En plus du 50-100, on en a une autre, c'est le 18-35, toujours en ouverture constante T2. Vous pouvez le retrouver, ce 18-35, dans la série Sigma Art pour photo. Il ouvre à 1.8. Vous savez, c'est ce truc qu'on utilise généralement avec le GH5, n'est-ce pas Olivier? Malgré la poignée qu'on a mis sur le côté, ça reste pas pratique à agripper, c'est pas comme un DSLR ou un hybride. C'est pour ça qu'on lui a mis une épaulière. C'est Vocas qui les fabrique. Donc là, c'est là où tu vas mettre ton épaule. Et tu as deux poignées qui sont très près du corps. Ici, tu as un déclencheur. Là, il n'est pas branché, mais normalement, tu as le seul câble Sync qui va de là à là. Et l'ensemble est hyper compact. C'est du matériel de pro. C'est du matériel de pro qui ne coûte pas cher pour les demandes d'un budget professionnel. Avec ça, on va pouvoir tourner de la pub, on va pouvoir tourner des séries. Les séries que vous regardez sur Netflix sont souvent tournées à la RED, par exemple. Donc c'est des budgets qui sont colossaux et une caméra sur le tournage d'un film, c'est une toute petite partie de ce budget. Et en plus de ça, RED a vraiment démocratisé la caméra cinéma et ça a permis à de nombreux opérateurs de s'équiper de leur propre caméra et donc de se louer avec. Nous, on est loueurs de matériel chez SOS Ciné. Et on n'a pas encore de RED, simplement parce qu'on connaît énormément de gens qui louent de la lumière chez nous, qui ont déjà leur body. Et c'est toujours plus simple sur un tournage d'avoir quelqu'un qui connaît bien la caméra que de louer une caméra qu'on ne connaît pas et essayer de se dépâturer avec. Alors on va passer au prix de la config. Là, comme vous le voyez, sans la deuxième optique, on est aux alentours de 44 000 € TTC. C'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est pas énormément d'argent. À ce prix-là, c'est un vrai outil de travail qui vous permet de le rentabiliser. Ça vous donne une vraie valeur ajoutée en tant que cadreur professionnel d'avoir une chose comme ça dans votre équipement. Bien sûr qu'on va se couper un bras pour l'acheter et qu'on va devoir faire un crédit. Mais derrière, il y a une vraie plus-value. Et c'est pour ça que RED est si connu et si coté. Aujourd'hui, pour ce prix-là, vous n'aurez jamais cette qualité ailleurs. Il n'y a que RED qui sait faire ça. Bon, alors moi la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est déjà en tant que gros débutant sur une RED, c'est savoir comment tu paramètres ton triangle d'exposition, donc à savoir ouverture, vitesse et ISO. Alors, truc de base quoi. Ça répond aux mêmes constantes que sur un appareil photo. Sur ce type d'objectif, tu vas régler ton ouverture directement sur la bague d'objectif, Ouais, puisque classique, comme sur un... il communique pas. Ouais. L'écran est tactile et tout va se passer au niveau de l'écran. Ok. Donc ce qui veut dire que tu es moins flexible sur le terrain, si tu veux vite changer ta vitesse
Ouais. Après, ça va très vite, hein. Tu sélectionnes. Ouais, et puis pour l'avoir après, du coup testé et t'avoir vu manipuler, ça va relativement Ça va vite, c'est relativement très, vite. c'est assez ergonomique. On parle souvent des menus Sony ou d'autres menus qui sont peut-être compliqués à comprendre. Là, c'est pas plus compliqué au final. Non. Mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments parce qu'il y a beaucoup d'options, par exemple, pour faire le focus. Il y a beaucoup d'options pour vérifier son Il y a exposition. différentes options. Tu as des boutons raccourcis comme ça qui sont sur le côté de l'écran. Sur cet écran qui vaut plusieurs milliers d'euros. Voilà, qui ont mis 700 €. Tu en as là aussi, Ouais. sur la RAID. Alors, c'est toujours le même, c'est toujours 1 et 2. Tu as 2 boutons qui sont paramétrables. Ça va te permettre très rapidement en fait, de switcher. Alors, on va pas aller dans des fonctions du menu, mais on va switcher dans différents modes d'écran. D'accord. Que tu peux configurer, Que tu peux customiser configurer. comme tu veux. Tu vois, le picking, par exemple, comme on l'a vu, on peut aussi configurer le false color pour régler Ouais. ton exposition, etc., etc. Donc en fait, ce qui complexifie un petit peu l'utilisation, ça va être l'étendue des possibilités que tu as Exactement. et des options que tu as. Mais au final, si tu veux rester très simple, tu peux tourner en fait comme on l'a fait là. On l'a fait de façon relativement simple et ça a très bien fonctionné. On Ça a a fait très de bien beaux plans sans avoir besoin de comprendre tous les méandres du menu. Non, mais non. Et dans le menu, quand tu achètes ta RAID, il n'y a pas un gros manuel qui vient avec. En revanche, tous les menus sont Ouais, expliqués. c'est ce que tu me disais, il y T'as a, un il y a un bouton truc help dedans et tu as toute l'explication à l'intérieur. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et l'autre question, bon, pour le point, on a un petit peu parlé. Alors, tiens, d'ailleurs, le point, tu nous l'as expliqué sur le terrain. Donc, je vous propose de regarder ça. On l'a filmé tout à l'heure en haut de la montagne. Alors là, ce qui se passe, c'est sur ce type de caméra, tu as toujours 2 opérateurs, enfin la plupart du temps. T'en as un qui va s'occuper que du cadre, comme ce qu'est en train de faire Olivier, et t'en as un deuxième qui va être le pointeur, il va s'occuper de faire la mise au point. Là, t'as rien d'automatique, que ce soit l'exposition ou le focus, tout est manuel sur ce type d'optique qui sont des optiques carrossées cinéma. On les reconnaît parce qu'elles ont des bagues comme ça crantées et ça permet de mettre des suivis de points, des follow focus. Alors normalement on met des tiges de 15 et le follow focus avec un report de points, une espèce de manette ou alors une autre tige et on va pouvoir contrôler ça à distance. Là, quand on est dans un concept où on doit filmer rapidement, on n'a pas le temps d'installer tout ça sur la cam, du coup je le fais à la main. En fait, on a une On a plage, une course qui est très longue. qui est très très longue, Ouais. ce qui nous permet d'avoir en fait des mises au point très Très douces. précise, très douce. Et c'est la première chose qui m'a surpris parce que c'est aussi pour moi une première avec une optique ciné. Voilà. Hein. J'ai jamais tourné avec une optique comme ça. Et ça m'a tout de suite surpris en fait quand je l'ai tourné. Je me suis dit, putain, C'est-à-dire, voilà, c'est l'infini. c'est long. Et celle-là c'est est long. très courte, hein, elle fait que 180 degrés, t'as des D'accord. bagues, des courses de mise au point 360? à 360 C'est vrai degrés. Ok, Enfin, à d'accord. 300, Ouais. 340 degrés. Donc Ils il te sont faut très, très un longs. follow focus qui tourne bien fort. Quoi. Exactement. Généralement, tu fais ça à l'aide d'un pointeur. Ouais, donc c'est un assistant C'est pointeur. un assistant qui va ne s'occuper que d'une chose, c'est d'avoir ton sujet dans ta zone de netteté. Alors moi j'ai un système Tilta effectivement Nucleus M Voilà. que j'ai utilisé cet été sur un court métrage, donc c'est ce genre de système, donc tu as un C'est ce genre de assistant avec système. une télécommande en quelque sorte, on va faire simple, une radiocommande, on tourne Et ça fait bouger le et ça moteur. fait bouger le moteur. Il y a les tiges de 15, il y a un moteur qui est bougé là-dessus et ça bouge le On moteur. peut mettre des repères pour faire Ouais. plusieurs points de focus pour que la Bien personne se repère. Et... L'autre avantage d'avoir une bague de mise au point aussi longue, c'est que quand tu sors de ta zone de netteté, bah, t'es pas complètement flou. Quand vous regardez des films au cinéma, vous remarquerez que l'image n'est jamais vraiment piquée. L'acteur Et est c'est pas toujours- dérangeant en fait, on est habitué à ça et Ouais. c'est pas choquant en fait. On Exactement. lui met un petit scotch au sol, le point a été prévu à ce niveau-là, mais il y a un petit décalage parfois et c'est pas si grave. Et c'est pas si grave. Alors que sur une optique photo, dès que tu sors de ta zone de netteté, T'es très vite flou. t'es très vite flou. T'es très vite flou. Et en c'est plus de choquant. ça, le bokeh est extrêmement destructif sur une optique photo. Avec là-dessus, on a un bokeh qui est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus joli. Ouais. Ça, c'est une carte de 1 Tera. Ouais. Et parce que tu enregistres en haute résolution à 5K
25 images 100 par seconde. images par seconde même. Non, ouais, enfin, même 100 images par seconde, mais en 25 images par seconde, c'est 17 gigas la minute. Ouais, tout va bien. En RAW non compressé. Oui, tu peux aussi compresser le RAW, donc gagner de l'espace sur les 17 gigas. Rester en RAW. Et compresser un RAW, c'est pas un drame. Voilà, et compresser le RAW et gagner justement en espace de stockage, ou simplement passer en ProRes 444, 422, DNX HD, etc. Qui reste très bon. Qui reste très bon. Et on n'a pas peut-être pas besoin d'une machine à 10 000 balles. Mais tu n'auras pas la flexibilité du RAW, et tu verras ça en post-production tout à l'heure, la flexibilité du RAW. Alors il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de l'autonomie et de la batterie au final. Je voulais que tu m'expliques un petit peu ce qu'on utilise là-dessus. C'est lourd, c'est gros. Alors ça, c'est une V-Lock. Elles tiennent leur nom de la monture en V qu'il y a là, qui permet de les accrocher facilement. Rapide, efficace, ouais. Voilà. Les V-Lock existent de différentes tailles. Différentes capacités en fait. Ouais, différentes capacités, merci. Alors celle-là, c'est une 150 Wh. On a aussi dans le sac pris des 300 Wh, des 100 Wh. La différence, c'est une différence de taille. Et de poids. Et de poids, exactement. Sur une 150 Wh, tu vas tenir 1h30, 2 heures. J'imagine que, comme tu disais, toi qui as l'habitude de tourner en photo, entre différents plans, tu peux éteindre ton appareil puisque tu as envie de sauvegarder la batterie. Là-dessus, c'est exactement le contraire. On va laisser la caméra tourner tout le temps puisque quand tu l'allumes, tu mets une bonne... Elle est longue à allumer, c'est pas run and gun, c'est pas tu la sors de la poche et tu shootes quoi. On a eu des avions, des hélicoptères, un ULM qui est passé. Il valait mieux qu'elle soit allumée pour les choper, sinon c'était un peu la panique. En plus, on était forcément à deux pour essayer de faire le point, effectivement, puisque c'est compliqué de le faire seul. Tu vas pouvoir l'accessoriser complètement. Comme tu peux le voir, elle n'est pas très grosse. Alors tu vas me dire, oui, par rapport à ton boîtier, elle n'est pas très grosse. Mais par rapport à une grosse caméra de cinéma. Ouais, même par rapport au Cam TV. Ouais, bien sûr. Tu vois, les grosses caméras que se trimballe France 2 en tournage, elles sont beaucoup plus grosses que ça. Là, on est quand même sur un boîtier qui est beaucoup plus ergonomique. C'est la force de Red. C'est la force de Red. On va pouvoir mettre ça sur des Ronin, alors des Ronin 2. Hein, tu peux essayer de mettre ça sur ton Ronin S, mais ça risque d'être un petit peu lourd. Tu as plusieurs types d'écrans qui existent. Tu as des écrans qui existent avec des reculs à 360. Tu n'es pas obligé d'acheter un écran RAID. Hein. Tu peux aussi te brancher en HDMI ou en SDI et acheter un écran tierce pas cher, hein, si jamais. Bon, après la RAID, généralement, tu la loues ou tu fais appel à un cadreur qui est équipé. Donc, généralement, il a le matos. Mais derrière, tu peux la mettre sur une nacelle de drone, un hélicoptère, un Ronin. Tu peux la mettre sur un pied. Plus facilement, du coup, qu'une grosse caméra. Qu'une grosse caméra. C'est hyper modulaire. La caméra est toute petite. Tiens, je te laisse jouer avec. Et c'est pas si lourd, alors. Non, mais vraiment, on a pu faire des plans assez casse-gueule au final, en luge notamment, et quand même réussir à la manipuler assez facilement. Alors ça, c'est très intéressant, effectivement. Lorsque vous allez prendre un boîtier comme par exemple ici, bon, j'ai un A7R2, bon, il a le capteur stabilisé certes, mais c'est un boîtier léger comme la 6300 aussi, ou d'autres boîtiers d'autres marques, un G7, etc. C'est des boîtiers qui sont tellement légers, et j'ai eu le problème avec l'Osmo Pocket par exemple, c'est tellement léger qu'on a vite un mouvement de walk, on a vite toutes les vibrations qui vont se voir, tous les mouvements qui vont se voir. Là, on a un boîtier tellement lourd qu'on a forcément une inertie dans le tremblement, dans le mouvement. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand on va marcher, on a forcément des mouvements qui vont être plus amples, et du coup ça va être moins choquant à l'image. On va tester mon assurance et la sienne. On va embarquer la RAID, lui derrière il est là pour me soutenir, pour pas que je me casse la gueule, et moi je vais partir te chasser sur une luge dans la descente. Là on va faire une répète, c'est-à-dire que je vais partir sur la RAID, vérifier qu'on casse pas le matos, sur une première. Je vais la mettre sur l'épaule, moi je vais m'occuper du cadre, et toi de la direction. T'es prêt? C'est parti. Alors attends, je lance le rec.
On a creusé une tranchée, putain. Ça fait une putain de tranchée. Tu vois mes pieds. Tu vois mes pieds. Tu sais que passe. Je pense que ça va le faire. Fallait avoir une paire de couilles pour faire ce... Fallait avoir une grosse paire de couilles pour faire ce plan. Il fallait avoir une paire de couilles pour faire ce plan. Mais elles ont un peu froid là. Bon, donc on a vu l'aspect extérieur, on a vu un petit peu la modularité, mais on n'a pas parlé des performances pures et dures. C'est vrai que c'est quand même intéressant. Une bête comme ça. Moi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et j'ai été servi. Ça veut dire qu'on va filmer en 5K jusqu'à 100 images par seconde. Jusqu'à 100 images par seconde. On va filmer En RAW. en RAW, oui, en RAW, voilà, bien sûr. En RAW. On va ensuite filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Ouais. Et on peut même filmer en 2K, ce qui est déjà très très bien. Jusqu'à 300. Au maximum 300 images par seconde. Alors les tu framerates, ouais. Et il y a un autre truc, c'est que tu croppes à chaque fois dans Alors le il y a capteur. déjà ça, il y a deux choses que je voulais dire, mais déjà effectivement le crop, pour vous expliquer de façon simple, sur une RAID on va utiliser chaque pixel dans son entièreté. Il n'y a pas de downscale. Il n'y a pas de downscale, voilà. Comme Il y a sur pas une une bouillie, caméra quoi. par exemple Sony, un A7 III va filmer en natif, il me Il n'y a semble. pas à de peu près, soupe de pixels. de soupe de pixels. Va filmer la 7 III par exemple en 6K et downscaler ça en 4K pour vous livrer une image 4K. Afin d'utiliser en fait l'intégralité du capteur full frame. Lorsque vous filmez en Full HD par exemple sur ce même A7 III, vous utilisez l'intégralité du capteur 6K, ça downscale en Full HD et vous avez votre image en 1080p. Ici, on va systématiquement utiliser chaque pixel dans son entièreté sans downscaler. Ouais. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez utiliser l'intégralité du capteur, il faut être en 5K. Exactement. Lorsqu'on est en 4K, 15,4 mégapixels. lorsque vous êtes dans une définition plus petite que la 5K, vous allez cropper dans l'image. Voilà. C'est Utiliser un moins crop de pixels. factor, moins de pixels. On n'a pas parlé mégapixels, on a, pour info, 15 millions de pixels ici sur ce capteur. Ouais, 15,4. Aujourd'hui, RED a uniformisé ses bodies, c'est-à-dire que tous les corps caméra sont les mêmes, c'est DSM-C2, et ce qui va changer, c'est le capteur. D'accord. Là, on est sur un capteur de type Gemini. Ce capteur Gemini, il a deux ISO natifs, un à 800 et un à 1600. La particularité d'avoir un ISO natif, c'est que quand tu changes ton ISO, tous les capteurs ont un ISO natif, que ce soit ton alpha et autres, et à chaque fois que tu montes ou que tu baisses ton signal ISO, tu envoies des impulsions, tu stimules ton capteur au-delà de son ISO natif. Là-dessus, tu as deux ISO natifs. Alors quand tu shootes en RAW, tu peux te mettre soit en 800, soit en 1600, tu auras dans les deux cas la meilleure dynamique, et après, quand tu fais ton import, et tu le verras dans ta post-prod, tu pourras changer tes ISO en post-production. Mais ce qui te permet d'avoir un ISO de base en low light. C'est la folie, ça. Ouais, c'est de la folie, ouais. Et effectivement, on l'a vu sur des plans effectivement qu'on pensait surexposés ou etc. Et en fait, on a Sous-exposés, juste à bien et après, caler ces ISO en post-traitement. C'est quand même révolutionnaire dans moi, ma façon de travailler. Si je devais passer là-dessus, mais je viendrais comme un fou. Me dire que effectivement, tu as cette flexibilité-là de pouvoir moduler tes ISO après coup, quoi. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on regarde des fiches techniques et on compare les fiches techniques des caméras. Je pense notamment, là, je fais une petite parenthèse, mais vous qui utilisez des DSLR, il y a le 6400 qui est sorti, qui a la même fiche technique qu'un XT3 ou que des choses comme ça. Et on pense jamais au codec, enfin de tout le workflow qu'il y a derrière et des puces qui sont utilisées. Parle-nous du codec. Quel fichier sort de cette caméra? Et bah, c'est du R3D, Ok. du RAW 3D. C'est le RAW selon RED. Ok. Puisqu'il n'y a pas réellement, en fait, le RAW vidéo n'existe pas réellement. On ne sort pas complètement Après, du en capteur. photo, c'est pareil, chaque marque a son fichier Voilà, RAW. à son Après, fichier on va dire l'algorithme qu'il y a derrière est souvent le même qui est utilisé, mais ici, donc, on a un RAW voilà, le propriétaire R3D. RED, le R3D. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que toutes les marques, en fait, RED existe depuis maintenant assez longtemps. Ouais. Toutes les marques de post-traitement, que ce soit Final Cut, Premiere, Avid, DaVinci, sont en collaboration avec RED, et donc tu as un petit logiciel qui est tout simple à télécharger, qui va se mettre comme un plugin sur ton logiciel de montage et qui va te permettre de traiter hyper facilement. Ça, c'est la prochaine étape pour moi. Exactement. C'est d'installer ça sur Premiere Pro. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu conseilles pour traiter des fichiers RAW comme ça qui sortent de la RED?
Ça dépend du logiciel que tu utilises, mais tu peux utiliser. Donc pour que ce le soit logiciel de Final montage. Cut, Ouais. Premiere Pro ou DaVinci. Est-ce que DaVinci c'est mieux ou pas du coup? Est-ce que c'est plus approprié? Tu vas être beaucoup plus flexible sur DaVinci, mais Est-ce après, qu'il va être plus fluide avec des rushs comme ça, d'après toi Et c'est toujours la même histoire, Olivier. Si tu maîtrises le logiciel que tu utilises, continue à utiliser pour pas perdre 2 journées à apprendre un nouveau Voilà. logiciel? Après, et- DaVinci, c'est pas un logiciel de montage, même si aujourd'hui DaVinci est en train de devenir un commence logiciel à faire de pas montage. mal de choses et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui utilisent DaVinci comme Mais logiciel de montage. utilisez-le parce que moi je le disais il y a maintenant de ça 5 ans quand il est sorti, je dis DaVinci va devenir un incontournable. Question que tout le monde va te poser, tu la loues ça à SOS Ciné? Non, Non, tu la loues pas. non, je loue Désolé. pas de RAID chez SOS Ciné. Moi je me concentre beaucoup sur les boîtiers photo, les objectifs photo et les objectifs vidéo. On loue énormément de lumière aussi, parce que la lumière c'est le nerf de la guerre, et du son. Après, si vous avez besoin, si vous dites je veux tourner en RAID, le truc c'est que nous on a beaucoup de débutants chez SOS Ciné, donc on fait énormément de conseils et de formations avant lock. On pourrait pas faire de conseils et de formation sur une RAID, ça serait trop long. En revanche, j'ai énormément de copains qui sont équipés de RAID, et s'il y a besoin, je peux vous mettre en relation avec eux. Il faut vraiment que ce soit un projet sérieux, construit et abouti. Il ne faut pas Exactement, non ouais. plus demander ça comme ça. Non. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent tiens, je vais tourner mon clip en RAID, ça va m'apporter quelque chose. Ce n'est pas vrai. Une RAID, à partir du moment où tu rentres dans une phase de production avec, il te faut de la lumière, il te faut énormément de choses. Si tu mets tout ton argent dans le corps caméra, il te reste plus d'argent pour l'accessoiriser, il te reste plus d'argent pour filmer ce qu'il y a devant la caméra, et c'est quand même ce qui est le plus important. Alors justement, moi la question du coup que j'ai initiée au début de vidéo, c'est est-ce que moi j'ai une raison spécifique de passer là-dessus un jour pour une production et dans quelles circonstances et qu'est-ce que ça va impliquer? Alors j'ai déjà vu un peu ce que ça impliquait là, ça implique du poids, ça implique déjà un budget de location ou un budget d'achat que je peux déjà pas me permettre et que peu de personnes peuvent se permettre. lourd, ouais. Donc ça implique déjà d'avoir un besoin de production assez conséquent, comme tu viens de le dire. Mm. Donc moi déjà là, à chaud, j'ai envie de te dire, je pourrais effectivement m'en servir et j'adorerais m'en servir par exemple sur mes futurs projets de fiction. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait vraiment me servir sur même des petites productions, donc sans gros budget autour, sans forcément avoir un pointeur, sans forcément avoir toute une équipe autour, 10 personnes derrière qui suivent. Ouais, parce que Je pense que je pourrais gérer une caméra comme ça sur une prod, on va dire, finalement à faible budget, si ce n'est effectivement le prix de la location d'une caméra comme ça. Et Après, il faut tu en savoir s'en trouves à servir. pas cher, hein, Ouais. Enfin, t'as des raids Raven qui sont les raids, la raid entrée de gamme, tu peux les trouver à 150 € la journée à la location. Ouais. Donc ça, je pourrais l'imaginer, et je pense que j'ai trouvé un vrai plus, comme je l'ai vu là, j'ai été ébahi par la qualité d'image. C'est fou, hein. C'est juste une dinguerie. Franchement, c'est juste une dinguerie. Si vous avez l'occasion effectivement d'en croiser une et de tester de mettre l'œil là-dedans, c'est juste fou quoi. Tout est super bien fini. N'importe quel accessoire RAID, Ouais, ça pèse son prix. Bon, le viseur vaut 3000 €, le petit écran vaut ça c'est le 1700 gros €. point négatif, mais au final, il faut remettre dans ce contexte, comme tu C'est disais, super bien fini. par rapport aux autres marques. Mais effectivement, ça reste des outils très chers, donc on va avoir peur d'en faire n'importe quoi. On a fait un petit peu les idiots en luge. Avec la RAID, vous pouvez filmer en 5K jusqu'à 100 FPS. Et voilà, finalement, on n'a pas pris d'énormes risques non plus. Non, puis ça tient, Il y a un autre- c'est fait pour aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est super C'est solide. super solide. On n'est pas sur un écran qui se retourne de la Non, 6400. tu vois. l'écran est tactile, ça marche aussi bien qu'un iPhone. Ouais, ouais. Ça répond super bien. Le viseur, t'as mis ton œil dedans, il est quand même magique. Ouais, c'est super. L'autre besoin, du coup, effectivement, ce serait un jour sur une pub, une grosse prod, avec toute une équipe. Où j'interviens en tant que réal, uniquement, avec peut-être vraiment ici un cadreur qui va être spécialisé là-dessus, un chef-op qui est spécialisé là-dessus, avec son pointeur avec qui il a l'habitude de travailler, et d'intervenir cette fois, leur laisser le matériel et intervenir en tant que réal dans un vrai rôle de réal, en fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette caméra. Je crois que la dernière étape pour moi, c'est de dérusher tout ça. Même si on a vu des rushs sur ton ordi, maintenant il faut que je dérush ça sur le mien Ouais. et que je me débrouille un petit peu en post-traitement. Et vu que t'as pas trop le temps, parce que toi tu vas repartir à Paris, là faut que je t'emmène à la gare, C'est vrai, il est là. je vais devoir me débrouiller tout seul. La bonne nouvelle, c'est que même si tu t'es foiré sur l'exposition, tu pourras toujours rattraper en post-production, tu le verras. Et on rattrape très bien les hautes lumières, ce qui n'est pas le cas en général. On dit souvent qu'il faut exposer pour les hautes lumières, ce qui est vrai sur ce type de boîtier, hein, en photo ou en vidéo, surtout dans les formats compressés. Hein. Là on est en RAW et finalement les hautes lumières, on va rattraper énormément Tu d'informations. fais un petit peu ce que tu veux hein, sur. Ouais. Tu On fais- n'exagère pas, on a fait un peu ce qu'on Ouais, voulait. ouais, tu fais ce que tu veux, et puis même tu verras, même si t'es pas tout à fait au point comme on a utilisé une optique ciné, Ouais. t'as quand même beaucoup plus de latitude sur, En fait, sur ton flou. c'est une caméra au final qui est une caméra très professionnelle, mais qui pardonne beaucoup. Ah, ça pardonne énormément. Et c'est ça en fait qui est agréable, c'est que tu te dis, au final, Alors il y a les puristes qui disent oh arrête, ça pardonne pas, machin, ça pardonne de ouf. non mais faut démystifier un petit peu l'objet. C'est un objet C'est qu'une fois que professionnel, tu t'es fait mais aux trois barrettes
de menu, ça devient plus simple à utiliser qu'à Non la mais fin. effectivement, un chef-op, donc c'est 20 ans le métier, qui t'entend dire ça, qui nous entend dire ça, il va dire attends, j'ai fait des études pour, des formations, j'ai 20 ans de métier, je la connais par cœur, et c'est vrai. Non, ça pardonne. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que débutant, on peut réussir à la prendre en main et à produire quelque chose assez facilement. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié sur cette caméra, qui finalement, quand tu enlèves la batterie, n'est plus très grosse. Mais sans batterie, ça marche pas, donc cette réflexion ne sert à rien. Je vais donc te laisser la carte, Yes. pour que tu puisses te dérocher, tu feras attention, c'est le prix de ton alpha. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bon, merci Albert, je te ramène à la gare et je passe en post-traitement. Olivier, au plaisir de te voir, Yes. je t'embrasse. Putain, il nous fait un kiff. Hein. Là, on a des belles Ah, c'est tout ce qu'il fallait. C'était mort jusque-là. Ah, le gars, il m'a refait. Je me suis blessé. Arrêt de travail. Faut qu'on aille à l'hôpital, Olivier. Je me sens pas bien. Je me vide de mon sang. Je me vide de mon sang. Fin de tournage, pour finir en beauté, on va se faire une petite course en luge. Il y a la raid qui filme là-bas tout en bas. Pour savoir lequel d'entre nous va gagner cette course, rendez-vous à la fin de la vidéo. Celui qui gagne la course gagne la raid. Ok TRM et raid, faut nous offrir une raid. Albert! L'arrivée c'était ici! Anto, qui a gagné? Qui a gagné? C'est toi ou moi? On laisse les gens voter? On laisse les gens voter? Petit sondage. Qui a gagné? Anto ou moi? En tout cas, c'est pas Albert. On est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez créatifs les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!